quand on entend nos responsables politiques, quand on entend les patrons des grandes entreprises, ils sautent un peu comme le disait le général de Gaulle, comme des cabris en disant les nouvelles technologies, l'innovation, les nouvelles technologies, la révolution numérique, etc. Et derrière ces mots, derrière ces concepts qui font jeune, qui font chic, qui font sexy, etc. et qu'il faut dire et qu'il faut répéter, où il faut mettre beaucoup d'argent sur la table, derrière on ne sait pas trop ce qu'il y a. C'est-à-dire il y a effectivement des entreprises, des entrepreneurs, des gens qui développent des projets, mais pourquoi faire? Et cette question du sens du numérique, cette question du sens de cette révolution industrielle, parce qu'on est en plein milieu de cette troisième révolution industrielle, c'est vraiment ce à quoi il faut pouvoir réfléchir. À quoi ça sert de faire du numérique? À quoi ça sert de faire du digital? À quoi ça sert de faire de l'intelligence artificielle? À quoi ça sert la robotique? Effectivement, c'est le progrès, c'est le sens du progrès. Mais vers quoi on veut l'orienter? Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a les capacités, on a les outils pour orienter ce progrès-là. On les a parce qu'il y a des structures, effectivement, et vous le disiez, de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social, donc des personnes qui se disent je vais utiliser ces technologies pour les remettre au service de l'homme, au service d'un projet de société, et de réfléchir à quel point ces technologies peuvent avoir un impact, peuvent aider à avoir un impact plus positif, que ce soit social, sociétal ou environnemental. Et ce qu'on appelle aux États-Unis le Tech for Good, donc c'est technologie pour le bien de l'humanité, pour le bien commun, pour l'intérêt général, on dirait. Ici, c'est Tech for Good, c'est un mouvement qui est en train de naître et de grandir de manière très très forte et très très puissante, et ça de par le monde, parce que on a bien compris aujourd'hui que ce sont les entrepreneurs et ce sont les entreprises aussi qui ont un rôle absolument fondamental pour changer les choses. Et je pense à alors moi, il y a quelques années, quand on a commencé avec ce fonds d'investissement, j'ai un étudiant d'école d'ingénieur qui est venu me voir et qui m'a dit voilà, moi j'ai inventé un robot qui est très intéressant. Il y a donc c'est une technologie très nouvelle. Alors moi je suis très très nul pour expliquer les technologies, mais bon, paraît-il que c'est très sophistiqué. Et donc il me dit voilà, j'ai ce robot qui marche très très bien. On me propose de le vendre, il y a des Japonais qui veulent l'acheter, il y a plein de gens qui veulent l'acheter, mais moi je voudrais faire quelque chose avec ce robot pour que c'est un impact positif. Et on a réfléchi, et il a réfléchi, il a rencontré des médecins, et on s'est rendu compte que ce robot, il avait la faculté d'être très très bon dans l'interaction et dans l'interactivité avec un tiers. Et en discutant du coup avec des professionnels de santé, il s'est dit mais tiens, si j'utilisais ce robot-là, et si on utilisait ce robot pour travailler avec des enfants autistes qui ont besoin de pouvoir canaliser leur énergie, qui ont besoin de travailler sur des couleurs, sur de la réactivité. Donc il a créé ce nouveau robot qui est en fait une boule qui est devenue un jouet, et un jouet réservé pour les enfants autistes et qui permet derrière aussi d'analyser les données, et pour que les données après soient envoyées aux médecins, et puis pour qu'on puisse voir l'évolution de tout ça. Et bien ça, c'est symptomatique d'une génération et de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, qui est cette génération qui a envie aussi d'avoir du sens dans sa création d'entreprise, dans la création d'entreprise, dans la création d'activités, qui a envie de développer des technologies, enfin d'utiliser, en tout cas d'être en plein, parce que quand on parle d'économie sociale et solidaire, on peut penser un peu à des modèles un peu anciens, mais c'est tout à fait compatible, bien au contraire, avec cette révolution numérique, tant que l'on se réapproprie l'outil numérique. La technologie, c'est un outil avant tout, c'est pas une finalité en soi. Un robot, c'est pas une finalité en soi. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une finalité en soi. C'est le but vers lequel on veut tendre qui est intéressant. Et donc il y a ça. Nous, on accompagne des projets, par exemple, de personnes qui utilisent des Google Glass. Donc on se dit, les Google Glass, vous savez, c'est les lunettes qu'avait développé Google, qui n'ont pas trop marché d'ailleurs, mais qui reviendront très certainement sous une autre forme, mais des lunettes qui permettent d'avoir plein de données en temps réel, qui permettent, par exemple, quand je vous parle face à face, je peux vous trouver sur Wikipédia et je peux voir exactement votre CV, qui vous êtes, ce que vous avez fait, etc., en même temps que je vous parle, mais sauf que vous ne le voyez pas. Donc ce genre de technologie, on s'est dit, voilà, comment, il y a des personnes qui se sont dit, bah, comment on va les utiliser au-delà du seul fait d'être un jouet ou un outil quelconque, un accessoire, comment on peut l'utiliser. Et donc ils ont développé une technologie qui permet aux personnes malentendantes de mettre ces lunettes pour aller au cinéma et en temps réel
du coup, ils peuvent avoir la traduction, enfin les sous-titres qui s'affichent quand il n'y a pas de sous-titres, par exemple quand c'est un film en français, etc., etc. Ils deviennent plus autonomes et ils permettent aussi, au-delà du cinéma, d'aller n'importe quel lieu public et de pouvoir dialoguer plus facilement et de comprendre tout ça. Donc voilà, donc on réfléchit à ça. Nous, on a monté un projet autour des métiers du drone et des nouvelles technologies où il y a ces nouveaux métiers qui vont se créer. L'industrie du drone est en train de se développer énormément et comment on va faire pour que les drones bénéficient, des drones civils, hein, je parle bien évidemment pas des drones militaires, mais comment les drones civils et les nouveaux modes de livraison qui vont se développer, comment on va réinventer ça et comment on va former des personnes qui sont très exclues et très éloignées de l'emploi, comment on va les former pour pouvoir bénéficier de ces technologies, parce qu'il s'agit effectivement, c'est ce qu'on disait, la technologie elle doit être utile d'un point de vue social et elle doit aussi ne pas exclure des personnes qui n'auraient pas les clés, qui n'auraient pas les outils. Donc la manière dont on va intégrer notamment les publics les plus fragiles est absolument fondamentale, et nous on développe des écoles de pilotes de drones pour des gens très très éloignés de l'emploi qui vont se former à ces nouveaux métiers qui vont se créer et du coup créer des nouvelles passerelles de formation professionnelle pour remettre le pied à l'emploi. Et puis c'est pas parce qu'une personne est très fragile ou est éloignée de l'emploi qu'elle ne peut pas elle-même bénéficier de ces technologies-là. Et donc il faut que la technologie, au-delà d'avoir un sens, il faut aussi qu'elle soit inclusive. En France, on fait beaucoup de choses, mine de rien. On a quand même pas mal de... On a un savoir-faire à la fois au niveau des grandes entreprises, à la fois des PME, etc. Il y a quelque chose dans l'ADN en France et notamment dans l'ADN entrepreneurial qui fait qu'on prend... En tout cas, on ne renie pas le fait qu'une entreprise a aussi un impact, laisse une empreinte, j'ai entendu, des traces d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, et que du coup, il faut pouvoir développer des nouveaux business models, des modèles économiques qui permettent d'intégrer et d'être plus inclusifs et d'être plus durables. Et je pense à des grandes entreprises, une entreprise comme Essilor par exemple, qui utilise des lunettes et donc qui développe des lunettes et qui a fait tout un programme en Inde pour soigner les gens avec la cataracte, donc avec des médecins indiens, et en même temps créer des lunettes très 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 peu chères qui puissent être utilisées par le plus grand nombre, et notamment pour les enfants, pour qu'ils puissent aller à l'école, faire leurs devoirs, etc., etc. Donc ça, il y a des entreprises et des grandes entreprises françaises qui font des choses et qui utilisent les technologies et ce qu'ils ont développé pour le faire. À mon goût, pas assez, et il faudrait le faire encore plus, mais en tout cas, la France et nos entreprises ont ça dans leur ADN pour certaines et sont des vrais moteurs sur ces questions-là. Après, bien évidemment, il y a les pays anglo-saxons, notamment les États-Unis, qui réfléchissent beaucoup à ça. Mais c'est vrai que eux toujours le voient d'un point de vue extrêmement business et extrêmement part de marché. Mais ce qui est aussi peut-être aussi une manière intéressante de réfléchir et de ne plus séparer, en tout cas, la performance économique et la performance sociale. Alors il y a là, évidemment la question du financement. Vous financez en fonds propres les entreprises et dans différents secteurs. Exactement. Donc nous, vous êtes nombreux dans ce focus-là, à financer les entreprises au service de l'homme, social, solidaire, etc. Malheureusement, alors normalement une entreprise, elle devrait être contente d'être dans une position de monopole ou d'oligopole. Nous, c'est ce sur quoi on est, et on n'est pas... Justement, nous, on voudrait qu'il y en ait plus et qu'il y ait encore plus d'acteurs, parce qu'il y a énormément de projets, il y a énormément de PME qui peuvent être financés. Le constat qu'on s'est fait quand j'ai créé le comptoir de l'innovation il y a 6 ans aujourd'hui, c'était l'idée de se dire la finance c'est comme et c'est la même chose d'ailleurs pour les nouvelles technologies, la finance c'est comme un marteau. Avec un marteau on peut construire une maison ou on peut fracasser le crâne de quelqu'un. Donc finalement la finance c'est pas une fin en soi, c'est un outil. C'est un moyen, et il faut remettre la finance à sa juste place, en tous les cas, qui est celle de facilitateur pour créer des choses, construire de l'emploi durable, construire des richesses économiques, des richesses sociales et de l'impact environnemental positif. Et c'est la même chose pour les nouvelles technologies d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, c'est ce que beaucoup d'intervenants ont dit, c'est-à-dire qu'encore une fois, les nouvelles technologies, c'est comme un marteau, c'est un outil. Et c'est dans notre boîte à outils, mais pourquoi faire? Et c'est ce pourquoi faire qui est important, et quel projet de société on veut créer. Et donc nous, on finance effectivement en fonds propres
ces startups-là de différentes manières. Aujourd'hui, on va gérer à peu près à la fin de l'année 150 millions d'euros à peu près, ce qui est beaucoup d'argent et ce qui en fait est très très peu quand on repense à la finance en global. Mais en tous les cas, on ne cesse de grandir et de se développer. Donc on investit entre 200 000 et 2 millions d'euros par projet. Et donc dans chaque projet, on va identifier donc dans ces nouvelles tech à la fois la performance économique, parce que bien sûr derrière il y a des investisseurs et il y a des particuliers comme vous et moi qui ont décidé d'investir et de placer leurs économies sur ce type de produit. Et en même temps on va calculer ce qu'on appelle la performance extra-financière, donc la performance sociale, la performance environnementale. On a mis en place une batterie de critères, de plus de 600 critères qui nous permettent pour chaque entreprise d'évaluer à la fois l'impact financier et cet impact extra-financier pour voir l'effet qu'il y a. Et ce que je peux dire depuis qu'on existe, en tout cas pour l'instant on n'a pas eu une seule entreprise qui a coulé, ce qui est plutôt positif, mais on en aura parce que ça fait aussi partie, la prise de risque du cycle de l'entreprise. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est importante je pense, et y compris les pouvoirs publics, quand ils investissent dans des nouvelles technologies, quand ils mettent en place des dispositifs pour les startups, pour l'innovation, etc., c'est de bien réfléchir à une chose, c'est qu'on peut orienter ces startups-là et qu'on peut investir dans des entreprises et qu'on a même la responsabilité de regarder l'empreinte sociale et l'empreinte environnementale de chaque entreprise. Une grande banque publique, que je ne citerai pas, investit massivement dans des startups. Elle investit beaucoup dans les startups. Alors c'est très bien. Et le but aujourd'hui, on court vers la licorne. Donc vraiment, nous, tout ce qu'on veut, c'est d'avoir la licorne, c'est-à-dire ces entreprises valorisées à plus d'1 milliard d'euros. Donc les banques publiques, privées et publiques d'ailleurs, investissent dans là-dessus. Nous, on est fiers parce qu'on a 2 licornes. On a Blablacar et on a je sais plus quoi, enfin, qui sont des Sigfox, on en parle beaucoup à Toulouse. Voilà, etc. On est très fiers de ça et c'est bien, ça montre le dynamisme. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas un concours de beauté international pour savoir combien il y aura de licornes à la fin dans le monde entier et tel pays sera le meilleur parce qu'il a plus de licornes qu'un autre. Ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est de savoir si moi j'investis dans une entreprise des millions et de l'argent public, d'autant plus, mais que derrière elle va détruire énormément d'emplois et que finalement elle va en créer que 200 ou 250 sur le territoire par rapport à tous ceux qu'elle aura détruits ou par rapport au montant d'investissement, je préfère encore investir dans des boîtes qui créent de l'emploi durable, qui créent de l'emploi local, qui font des choses. Et donc, encore une fois, l'investissement et la finance, c'est un outil qu'il faut se réapproprier et qu'il faut réfléchir de manière stratégique aussi à ce qu'on veut faire et à l'économie qu'on veut porter. Et que ce petit jeu de savoir qui sera le plus beau et qui aura la vitrine la plus belle n'est pas très intéressant. Ce qui compte, c'est la forêt, c'est pas l'arbre qui cache la forêt.